Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge édition 2023 qui avait donc pour thématique Légende des bois et au-delà. Pour rappel, j'avais constitué ma pile à lire avec pas moins de 28 livres, je vous laisserai revoir la vidéo grâce au petit i pour que vous puissiez avoir une idée précise de tous les livres qui étaient dans ma pile à lire ainsi que de tous les tableaux et sous-catégories qui constituaient le challenge de cette année. Ici, j'ai lu pas moins de 9 livres, donc il y a du bon, du moins bon, et on va commencer tout de suite. Je débute ce bilan par la sous-catégorie Viens flotter avec nous, dont les mots-clés étaient horreur, fantastique, rouge ou encore thriller. J'avais choisi d'y mettre dans un premier temps Zephyr Alabama de Robert McCammon à retrouver aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ça a d'ailleurs été ma toute première lecture du challenge. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Cory, un jeune garçon âgé de 11 ans et vivant à Zephyr, une petite ville située en Alabama. Sa vie va basculer un matin alors qu'il accompagne son père lors de sa tournée de laitier puisqu'ils seront témoins d'un terrible accident de voiture. Alors que ces derniers évitent de peu la collision frontale, l'autre voiture va plonger dans le lac et le père de Cory va s'empresser d'aller aider l'autre conducteur. Sauf qu'on va rapidement se rendre compte que la personne au volant de cette voiture était décédée et ce bien avant l'accident. En outre, sa mort a été on ne peut plus brutal puisque le mort avait été préalablement défiguré et étranglé avec de la corde à piano. Cet événement va malheureusement traumatiser le père de Cory, mais pour notre protagoniste, il va s'agir d'une enquête à résoudre. C'est un roman qui m'aura déconcerté et pour lequel j'ai eu besoin de plus de temps pour comprendre mon expérience de lecture et mettre le doigt sur les points positifs et négatifs. Dans l'ensemble, j'ai aimé ce roman, j'ai aimé me plonger dans son ambiance, me retrouver dans l'Alabama des années 60, dans un tel contexte spatio-temporel, puisqu'on sait que l'Alabama est un état fondamentalement raciste et qui a longtemps pratiqué l'apartheid. Mais j'ai également aimé tenter de résoudre le mystère autour de cet accident et de toutes les manifestations fantastiques et horrifique qui parsème ce roman. Malgré quelques faiblesses scénaristiques et quelques longueurs, j'ai bien aimé cette histoire. C'est pas tant son aspect enquête horrifique qui m'a le plus plu, mais bien son aspect tranche de vie. En effet, je trouve que les éléments horrifiques sont un peu sous-exploités et maladroits. J'ai eu l'impression que l'auteur n'arrivait pas à gérer toutes les formes d'horreur qu'il voulait mettre en place dans son histoire. Autant l'horreur sociale m'avait rapidement convaincu et m'a fait froid dans le dos, autant les éléments plus surnaturels tombaient assez rapidement dans le grotesque, c'était mal dosé, mal placé ou au contraire trop absent. Par contre, Zephyr Alabama est un excellent roman fleuve. Je trouve que l'auteur a parfaitement réussi à mettre en scène la vie ordinaire d'un jeune garçon de 11 ans, ses préoccupations, ses amitiés, ses sentiments et ses questionnements. Je l'ai trouvé très juste et absolument pas caricatural alors que, je le répète régulièrement, c'est très difficile de créer des personnages qui ont 11 ou 12 ans et qu'ils soient les narrateurs de l'histoire. On peut facilement tomber dans quelque chose qui soit beaucoup trop enfantin ou au contraire en faire des espèces de mini-adultes. Dans les deux cas, ça sonne faux et c'est désagréable à lire. Or, ici, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé le personnage de Cory très crédible, touchant et très attachant. Grâce à cette histoire et grâce au personnage de Cory, je suis un peu retombée en enfance et je me souviens également de ce sentiment de liberté infinie lors des grandes vacances, des bandes d'amis, des trajets à vélo, des moments où on commence un petit peu à chercher qui on est, à se questionner sur son avenir. Et même si j'aurais aimé que l'horreur sociale prenne une dimension beaucoup plus grande ou que l'élément déclencheur revienne plus souvent dans le récit, je pense qu'en fait tout ça n'était qu'un prétexte pour parler de cet âge charnière, de tout ce qui se passe dans nos têtes quand on a 11 ou 12 ans et qu'on commence à se rendre compte qu'on n'est plus un enfant mais qu'on n'est pas encore totalement un adolescent. J'ai aussi beaucoup aimé le style d'écriture, quand bien même c'était écrit à la première personne du singulier, cette narration se justifiait et j'ai pas trouvé ça maladroit ou désagréable à lire. C'est peut-être pas l'histoire que j'attendais et malgré ces petits défauts, je trouve que ça reste quand même une très bonne lecture et une bonne entrée en matière pour ce Pumpkin Autumn Challenge. J'ai aussi lu le premier tome de la saga Les Monstres de Rookhaven, écrit par Patrick Kenny et illustré par Edward Bettinson, publié chez Lumen. Pour rappel, j'avais choisi ce roman pour la sous-catégorie Perfectly Splendid. Dans cette saga qui comporte actuellement 2 tomes, nous allons suivre Mirabel et sa famille qui vivent dans un manoir isolé de toute civilisation. Et pour cause, puisque le manoir de Rookhaven abrite des monstres. Depuis quelques années, ils vivent une paix relative avec les humains du village, car ils sont tous liés par un pacte qui les empêche de se pourchasser et de
s'entretuer. Cependant, la paix va être mise à mal avec l'arrivée de 2 orphelins et ces derniers pourraient emmener avec eux une menace encore plus grande. Je connaissais déjà le travail de Patrick Kenny puisque je l'ai découvert lors d'un précédent Pumpkin Autumn Challenge avec son roman Les Orphelins de Métal qui m'avait laissé une impression positive même si, il fallait bien l'avouer, ce n'était pas du tout la lecture de l'année. Il n'empêche que je pensais passer un bon moment, malheureusement ça n'a pas du tout été le cas ici. Je reproche beaucoup de choses à cette intrigue. Tout d'abord, je trouve l'histoire confuse et brouillonne. L'auteur a mis en place un world building qui est à peine esquissé et il y a de nombreuses zones d'ombre qui m'ont posé question où j'aurais voulu que l'auteur aille plus loin et où finalement il n'en fait rien. C'est le problème général de ce livre. Tout va être balayé d'un revers de la main et sous-exploité. Le world building, sous-exploité. Les thèmes abordés, sous-exploités. Les rebondissements et les moments clés de l'intrigue, sous-exploités. Si bien que, oui, j'ai eu l'impression de lire une première ébauche où rien n'est vraiment terminé et où tout se résout bien trop facilement. Je pense notamment à un moment qui aurait dû être assez fort parce que lourd de conséquences, sauf qu'il est rapidement mis de côté et n'amène rien de plus. J'avoue que ce qui m'a fait tenir dans ce roman, même si ça n'a pas été une calamité à lire et à terminer, c'était la promesse d'un grand méchant qui allait être terrifiant et changer la donne de l'histoire. Malheureusement, même ça, c'est rapidement tombé à l'eau. Déjà, il faut attendre pas moins de 200 pages pour qu'il arrive et il fera quelques apparitions par-ci par-là et sera finalement vaincu de façon totalement anecdotique. Ensuite, je n'ai pas aimé les personnages, je les ai trouvés sous-exploités, sans réelle évolution et certains n'ont tout simplement aucune utilité et sont juste là pour faire de la figuration, ce qui est par exemple le cas du personnage de Tom que l'on pourrait croire assez central. En réalité, son rôle est plus que limité dans cette histoire et cette absence m'a empêché de m'attacher à lui et de développer une certaine empathie à son égard. Ne parlons pas du personnage de Mirabel qui est un personnage horrible, je sais pas comment je pourrais avoir de l'attachement pour une gamine qui manipule toute sa famille pour arriver à ses fins égoïstes sans avoir une ombre de remords et qui n'a absolument aucune compassion. En fait, il y a juste elle qui compte et c'est vraiment agaçant. Je ne comprends pas une seule seconde son amitié avec Jem, une autre personnage. Jem qui est censée être un élément central dans cette histoire mais qui est transparente, qui va toujours aller dans le sens de Mirabel sans jamais relever ses mauvaises actions et les refuser. C'est encore une fois un exemple typique de personnage qui n'a pas de réelle évolution. Le seul personnage que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est Freddy, mais son cheminement est un petit peu gâché par l'intrigue et toutes ses facilités scénaristiques. Je pense que vous l'aurez deviné, je ne lirai pas la suite. Je pensais que le fait de voir le méchant arriver assez tardivement ferait qu'il aurait un rôle à jouer dans le second tome, mais visiblement, je me suis trompée. Donc je vous conseille bien plus de découvrir Les Orphelins de Métal, où l'auteur va également parler de famille choisie, d'amitié, de tragédie familiale, mais de manière bien plus aboutie et pertinente que dans Les Monstres de Rookhaven. J'ai également lu pour la sous-catégorie Something Wicked This Way Come, le dernier album scénarisé par Stéphane Servant et illustré par Nicolas Zouliamis, Monstre, qui est à retrouver aux éditions Terry Magnier. Cet album jeunesse raconte l'histoire d'Otto, un jeune garçon qui vit dans un village reculé. Un jour, un cirque va débarquer dans son village et avec celui-ci, la promesse de découvrir un monstre. Je vous avais dit dans ma vidéo pile à lire que je n'avais encore jamais lu les albums de Stéphane Servant, du moins que je connaissais pas bien son travail d'un point de vue graphique. Eh bien, je suis heureuse d'avoir pu remédier à ça et j'ai adoré cet album. On va commencer par l'histoire que j'ai trouvée très intelligente et plutôt bien détaillée et approfondie pour un format d'album jeunesse. En réalité, je dois dire que ça ne m'étonne pas du tout. C'est du Stéphane Servant, ça se ressent de partout, c'est intelligent, nuancé, ça parle de choses compliquées, sans phare, mais sans être dans une violence extrême et l'aspect conte fait passer l'histoire absolument toute seule. J'ai beaucoup aimé le travail graphique, l'ambiance qui s'en dégage et j'ai trouvé ça très harmonieux. Le style de Stéphane Servant ainsi que celui de Nicolas Zouliamis se marient à merveille. Je vais peut-être un petit peu moins dans les détails que pour les romans parce qu'on n'est pas sur le même format ni sur le même nombre de pages et que j'ai pas envie d'en dire de trop, mais je ne peux que vous conseiller cet album. Pour moi, il sort vraiment des sentiers battus et ça faisait un bout de temps que j'avais pas lu un album jeunesse qui sorte autant du lot et qui soit aussi original autant dans son graphisme que dans son histoire et sa narration. Bref, je vous le conseille. Pour la sous-catégorie La Dame Chouette des Îles Bouillantes, en plus des Mondes des Willan, j'avais choisi de lire le comics Lifefall de Tim Probert à retrouver aux éditions Gallimard. Ici, j'ai donc lu uniquement le premier tome qui s'intitule La Dernière Flamme.
Dans ce comics, on va suivre le personnage de Béa qui vit dans un endroit reculé avec son grand-père, le sorcier cochon, un fabricant de potions qui commence un petit peu à perdre ses repères, qui a besoin d'organisation pour retrouver le fil de ses pensées, etc. Et un matin, alors que Béa va chercher des herbes nécessaires à la préparation des potions, il va se passer plusieurs choses. Tout d'abord, Béa tombe sur Cad, un galdurien, une espèce de petite grenouille qui cherche donc justement son grand-père. Ensuite, le grand-père de Béa va disparaître en laissant un mot disant qu'il doit accomplir une mission. Et finalement, Béa et Cad vont donc se mettre à sa recherche. Ça faisait aussi longtemps que j'avais pas lu un comics jeunesse qui soit aussi qualitatif. Honnêtement, je ne compte plus le nombre de bandes dessinées pour ce public cible que j'ai trouvé ni bonnes ni mauvaises, mais qui avaient l'air de répondre à une sorte de canevas, que ce soit pour le dessin ou encore pour le scénario, et ça m'a vite lassé. Or ici, c'est pas du tout le cas. Lightfall, pour moi, il sort très clairement des sentiers battus. Même si on est dans une quête initiatique assez classique, j'ai trouvé qu'il y avait un réel développement de l'univers, que ce soit avec sa mythologie, ses décors divers et variés, ou encore les nombreuses créatures qui peuplent le récit. Il y a pas mal d'informations à prendre en compte, mais l'auteur arrive à nous faire comprendre son univers de manière tout à fait digeste et simple. En plus de cela, il y a pas mal de trouvailles graphiques pour exprimer des émotions telles que l'anxiété, qui a été fait avec une justesse et une précision que j'ai rarement vue ailleurs. Pour autant, l'auteur ne laisse pas l'anxiété définir Béa. Il ne traite pas non plus ce trait de caractère à la légère, en mode « Oh mais là, tout va bien ». C'est rythmé, ça délivre de chouettes messages, mais de manière bien subtile. Les personnages sont attachants et le duo Cad-Béa fonctionne à merveille. Les planches sont super jolies et j'ai très clairement envie de me plonger dans le deuxième tome qui est sorti très récemment. J'avais également prévu de retourner dans le monde de Gwendalavir en lisant Les Mondes d'Ewilan, le premier tome, La forêt des captifs de Pierre Bottero et édité chez Rajo. Cette nouvelle trilogie se déroule quelques mois, voire peut-être quelques semaines après les événements de la quête d'Ewilan et nous retrouvons Ewilan et Salim qui ont réussi à négocier quelques jours de congé histoire de souffler un petit peu face à leur entraînement intensif. Ces derniers veulent se rendre dans notre monde afin de rendre visite à certaines personnes, de flâner dans les musées et d'aller une journée à Disneyland. Sauf que rapidement les vacances vont tourner au cauchemar. En arrivant dans notre monde, Salim se fait assommer et est laissé inconscient, tandis qu'Ewilan se fait kidnapper et est emmené dans un lieu secret nommé l'Institution. À ne pas confondre avec l'Institut de Stephen King, quand bien même ils y font les mêmes choses, c'est-à-dire des expériences scientifiques sur des personnes possédant des capacités extrasensorielles. Et Salim va donc tout faire pour sauver Ewilan de cet endroit. Le voyage commençait bien, puisque j'ai directement été plongée dans l'action et surtout, on me présentait enfin une Ewilan en difficulté, chose qui n'était jamais arrivée dans la quête d'Ewilan, que j'avais qualifiée, je me souviens, et je vais recevoir des tonnes de tomates pourries, des dislikes de partout, mais c'est pas très grave, d'intrigue Club Med lorsque j'en avais parlé dans un book club. Alors forcément, voir une Ewilan en difficulté, loin de son côté Marisu, ça m'avait beaucoup intriguée. Cependant, mon enthousiasme s'est étiolé au fur et à mesure de l'intrigue, même si je dois le préciser, je trouve que ce roman est bien meilleur que la quête d'Ewilan. La première chose qui a commencé à rapidement me gêner, c'est que le monde de Gwendalavir est complètement absent. J'ai toujours trouvé ça regrettable que l'auteur oscille toujours entre Gwendalavir et notre monde, alors que son univers est tellement riche et qu'il y a plein de choses à découvrir. Je trouve ça toujours dommage de le mettre en second plan. Le second point négatif, c'est que l'intrigue devient assez vite très lente et commence à s'éparpiller dans des sous-intrigues qui sont pas vraiment intéressantes. Il y a un moment dans le récit où j'ai senti un énorme passage à vide et où j'avais l'impression de me trouver dans un téléfilm et je doute en fait que ce pan de l'histoire ait ajouté une réelle plus-value à l'ensemble. La dernière chose qui m'a moins plu, c'est que finalement on reste assez en surface et que même si Ewilan était en mauvaise posture au début, elle ne le restera pas longtemps et elle retrouvera rapidement son côté Marisu. Certes, c'était pas aussi flagrant que dans la quête d'Ewilan tellement c'en était indécent là. Ici, je la trouve plus nuancée et un peu plus marquée par ce qu'elle a vécu, ce qui fait que j'ai pu m'attacher un peu plus à elle et que je commençais à entrevoir la Ewilan que j'avais découvert dans le dernier tome du Pacte des Marches-Ombres. Parce que oui, j'ai pas suivi l'ordre de lecture, j'ai commencé avec le Pacte des Marches-Ombres et forcément, à côté de ce livre, il est difficile de rivaliser et de proposer quelque chose d'aussi qualitatif. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'évolution de
de Salim et j'ai aimé le suivre. C'est un personnage que j'ai toujours trouvé plus profond et plus nuancé qu'Ewilan et là je trouve que Pierre Bottero avait fait un super travail sur ce personnage et finalement le style d'écriture s'est amélioré. J'avais reproché un style très simple pour la quête d'Ewilan, assez éloigné de ce que je lui connaissais et pour les mondes d'Ewilan, j'entrevois ce style poétique et unique de l'auteur qui m'avait bluffé dans le Pacte des Marches Sombres. Même si le démarrage de cette nouvelle trilogie est un petit peu mitigé, je pense que la suite de la série ne va faire que s'améliorer et je lirai avec plaisir les 2 derniers tomes de cette saga car je suis très intriguée de voir le chemin que tout cela va prendre. Pour la sous-catégorie pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. J'ai dit que j'allais lire le premier tome de la saga Mémoire de la forêt, tome qui s'intitule donc Les souvenirs de Ferdinand Top. C'est écrit par Michael Brun-Arnaud et publié chez l'École des loisirs. Dans ce roman, nous sommes dans la forêt de Belle-Écorce en compagnie de Archibald Renard, un libraire qui tient un commerce un peu particulier puisque sa librairie est composée de livres uniques qui sont rédigés par les animaux de la forêt. Un jour, alors qu'il est accaparé par un client assez exigeant et énergivore, Archibald vend un ouvrage à un mystérieux acheteur et le lendemain, il voit un Ferdinand Taupe tout affairé à sa librairie. Ce dernier lui avoue donc qu'il est à la recherche du livre qu'il a écrit puisqu'il contient tous ses souvenirs et que lui, il a de plus en plus de mal à y avoir accès étant donné qu'il souffre de la maladie de l'oubli-tout. Archibald Renard va donc aider son ami à retrouver son livre ainsi que le fameux acheteur. Je comprends totalement pourquoi ce livre a fait l'unanimité dans la communauté livresque et je comprends aussi totalement pourquoi il a tant de succès et autant de visibilité car moi aussi j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. C'est un roman tout en nuances et qui aborde un sujet compliqué et qu'on voit peu dans la littérature jeunesse, à savoir la maladie d'Alzheimer. C'est difficile de trouver le ton juste pour parler de cette maladie qui affecte autant la personne qui en souffre que ses proches et j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment trouvé les mots justes, les situations justes pour en parler. C'est fait avec beaucoup de tendresse, de respect et d'humanité. Même si parler de maladie de l'oubli-tout permet d'adoucir un petit peu le propos pour le rendre adapté à un public plus jeune, l'auteur ne va pas du tout édulcorer la réalité et on va vraiment percevoir la souffrance de Ferdinand mais aussi toutes les autres émotions qui l'envahissent comme la culpabilité, le doute ou encore la colère. Pour autant, ces aspects plus douloureux seront contrebalancés par des moments pleins de tendresse et d'amour et je pense que c'est aussi ça qui donne son côté douillet où on y replonge avec plaisir malgré la détresse et la quête désespérée de nos 2 protagonistes. Il y a plein de tartes, de chocolat chaud, de petits plats réconfortants, de paysages idylliques et ça permet vraiment de se couper de la réalité et de s'offrir un moment hors du temps. Un moment qui est certes un petit peu doux amer mais qui ne nous laissera pas avec un moral dans les chaussettes. C'est aussi une histoire qui a su me surprendre. J'avais deviné assez rapidement une partie de la résolution mais en fait j'étais loin d'avoir toutes les pièces du puzzle et d'avoir une vue d'ensemble sur tout le tableau. Tout est très bien amené, très cohérent et l'auteur avait laissé quelques petits indices par-ci par-là que j'ai pas su voir du tout. Les personnages sont très attachants et je pense qu'on oublie rapidement le côté anthropomorphisme qui pourrait gêner certains lecteurs et lectrices qui sont pas du tout habitués à ce genre ou qui n'aiment tout simplement pas ça. Personnellement, je suis plus friande de la fantaisie animalière du style de Watership Down où les animaux gardent un aspect sauvage, mais le fait de voir des animaux adopter des coutumes humaines, s'habiller, boire du thé, vivre dans des maisons, ça ne m'a pas dérangé du tout ici. Ils sont aussi tous tellement gentils et bienveillants et ça fait beaucoup de bien de voir des personnages qui sont profondément bons. Le roman est par ailleurs très bien écrit, ça se lit vraiment tout seul et l'auteur a un style très fluide, facile à lire avec une très belle plume, de très belles tournures de phrases, un beau vocabulaire et personnellement je me suis pas rendu compte que j'avais lu une grosse centaine de pages sans m'arrêter. Et le petit plus, la cerise sur le gâteau déjà incroyable, c'est que le roman est illustré et ces illustrations sont d'une beauté à couper le souffle. Le style de Sanoé se marie tellement bien à cette histoire et à cet univers, c'est très harmonieux, soigné et ça met parfaitement en image ce roman. Donc je vous conseille ce roman qui a été un beau coup de cœur et je me procurerai la suite sans aucune hésitation. Je compte malheureusement un abandon dans mon Pumpkin Autumn Challenge puisqu'effectivement je n'ai pas réussi à aller au bout du 3e tome de la saga Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett qui est édité chez Albin Michel.
Étant donné que c'est un 3e tome, je vais vous refaire un résumé du 1er tome et pour mon avis sur le 2e tome, je vous invite à visionner la vidéo que je mettrai dans le petit i. Nous allons donc suivre le personnage de Santhia, une jeune femme vivant à Tevan, une cité fastueuse dont la richesse repose sur le système de magie qui s'appelle l'enluminure. Sauf que Santhia est un personnage qui doit effectuer des petits vols et autres cambriolages pour pouvoir s'en sortir, et un jour elle va voler un artefact puissant qu'elle aurait mieux fait de laisser à sa place puisque cet objet a des capacités très particulières et qui pourrait changer le paysage de l'enluminure et donc faire tomber la cité de Tevan. Comme vous le savez, j'ai été plutôt déçue par le tome 2, et c'est vrai que j'en attendais beaucoup de ce dernier tome, beaucoup trop peut-être, mais le fait est que je l'ai abandonné à 40%. Je me suis vraiment ennuyée pendant ma lecture et je me sentais totalement extérieure à tout ce qui se passait. Comme si leur destin n'avait plus aucune importance pour moi et malgré tous mes efforts pour me replonger dans cette histoire, j'ai pas réussi à détruire cette barrière qui s'était dressée entre les personnages, l'intrigue, le style d'écriture et moi. En plus de ça, j'ai pas compris certains choix scénaristiques de l'auteur. Pour moi, ça n'avait absolument aucune plus-value. J'ai également ressenti une forme de décalage entre le ton donné et les événements qui se déroulent dans le livre, de sorte que ça m'a encore plus sorti de l'histoire et que j'arrivais vraiment pas à entrer en empathie avec les personnages, à avoir envie de découvrir comment ils allaient évoluer et comment l'histoire allait tourner. Et donc, j'ai lâché l'affaire à un peu moins de la moitié, mais je ne regrette absolument pas de ne pas connaître la fin. Je n'arrivais plus à supporter cette lecture, donc autant passer à autre chose. J'ai aussi découvert le tome 3 de Agatha Raisin Enquête, à savoir Pas de peau pour la jardinière. C'est écrit par MC Beaton et toujours publié chez Albin Michel. On va donc suivre Agatha Raisin, une quinquagénaire qui a pris sa pension de façon anticipée après une carrière dans les relations publiques bien chargée et qui déménage dans la campagne anglaise. Elle va rapidement se rendre compte que cette vie à la campagne l'ennuie au possible jusqu'au jour où des meurtres vont se produire dans son village et qu'elle décide de mener l'enquête. Et ce tome 3 va concerner donc le meurtre d'une nouvelle habitante, une jardinière qui ne laissait pas indifférente l'intérêt amoureux d'Agatha. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ce livre parce que il m'a fait passer un bon moment, mais que dès que je l'avais terminé, j'avais déjà un peu oublié ce qui s'était déroulé. Il n'empêche que j'y allais un petit peu à reculons parce que j'avais pas trop aimé le tome 2, que j'avais trouvé lourd, indigeste et avec une enquête qui tournait vraiment en rond. Ici, c'est déjà mieux. J'ai retrouvé ce que j'aimais dans le premier tome, à savoir un développement des personnages, une routine quotidienne parsemée des indices du meurtre, des recherches pour résoudre l'enquête, mais sans que cette enquête devienne l'élément central. Honnêtement, je sais plus si j'avais découvert qui était le meurtrier ou si j'y avais simplement songé, mais dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était une résolution qui était cohérente. Je ne vais pas me jeter sur le tome 4, je vais pas vous mentir parce que cette saga, c'est loin d'être une priorité dans ma vie de lectrice, mais c'était sympa, ça changeait un petit peu de mes lectures habituelles et j'étais quand même contente de retrouver le personnage d'Agatha. Je termine cette longue vidéo en vous parlant du manga Mushishi de Yuki Urushibara à retrouver aux éditions Kana. C'est un manga tranche de vie dans lequel nous allons suivre Ginko qui est un mushishi, c'est-à-dire qu'il est capable de voir les mushi qui sont des formes de vie un petit peu magiques et invisibles à l'œil nu. J'avais pour ambition de finir cette saga de manga durant mon Pumpkin Autumn Challenge, mais malheureusement je n'ai réussi qu'à lire le tome 2, tome que j'ai d'ailleurs grandement apprécié. On est dans la même lignée que le premier tome avec des histoires très douces, un brin mélancolique. La mangaka a trouvé, il me semble, un équilibre parfait entre douceur et tragédie, de sorte qu'on n'est pas dans quelque chose de trop plombant, mais on n'est pas non plus dans quelque chose qui n'a aucune gravité. J'aime aussi beaucoup le graphisme qui a un côté un petit peu old school à la Jiro Taniguchi, le mangaka de Quartier Lointain ou encore Le Sommet des Dieux que j'aime énormément. C'est un titre qui peut vraiment plaire à tout le monde, qu'on aime les mangas ou non, et qui a quelque chose de vraiment intemporel. Ce qui est sûr, c'est que je ne tarderai pas à lire la suite de la saga, d'autant plus qu'elle compte seulement 10 ou 11 tomes, ce qui est assez peu dans le monde des mangas. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire également si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge et quelles ont été vos lectures pour ce challenge. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.